La Loue est l'une des plus belles rivières de France, l'un des bijoux de la Franche-Comté. Elle prend sa source à 25 km en amont d'Ornans et sur ses premiers méandres, elle serpente au beau milieu de gorges abruptes, alternant courants forts, trous et cascades. C'est dans cette vallée, au XIXe siècle, que Gustave Courbet, le fameux peintre, a passé son enfance à pêcher, chasser, braconner. « Je n'ai jamais eu de maître, je suis l'élève de la nature », affirmera-t-il plus tard. Une nature fascinante qui a marqué l'âme et l'imaginaire du peintre. Toute sa vie, Courbet témoignera dans sa peinture de l'affection qu'il porte à sa région natale. La vallée de la Loue restera sa principale source d'inspiration. Aujourd'hui, l'influence du maître s'étend dans toute la vallée. De Moutier-Haute-Pierre à Ornans, en passant par Villafan, nombreux sont ceux sur les sentiers qui marchent sur ses pas. Chacun cherche à s'imprégner des lieux qui ont marqué l'univers du peintre. Tous ont en commun une passion pour leur région et pour le personnage. Nous commençons du côté d'Ornans, par le ravin du Puy Noir, où Courbet avait ses habitudes. Il existe dans la vallée de la Loue plusieurs sentiers aménagés sur les traces de l'artiste. Des parcours différents qui permettent à la fois de se plonger dans les toiles du peintre et dans le décor qu'il a inspiré. C'est Pascal Reillet qui est à l'origine de ces sentiers Courbet. En tant que géologue, il connaît parfaitement la vallée et les reliefs de la région. Flavie Grand, qui l'accompagne, a mené une étude comparée des tableaux et des paysages peints par le maître. Tous deux refont le parcours pour nous emmener à la découverte de la région. C'est un très beau terrain de jeu ici pour les enfants, non? Oui, là, c'est vraiment les gorges de la Brème. On peut y nager, on peut s'y baigner, on a des petites grottes. C'est vraiment un endroit très, très confidentiel, très secret, où les enfants peuvent venir pêcher et s'amuser. Et Courbet venait ici, enfant, également? Il a dû y venir, puisqu'en fait, il connaît très bien le terrain, on le voit bien dans ses œuvres, en fait. Et il vient peindre, en fait, l'ensemble du secteur et remonter jusqu'à la Gouille et à la Chèvre, en définitive. Là, on arrive sur le site de la Gouille à la Chèvre. Moi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est le grand monolithe ici. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Ce monolithe, comme tu le dis bien, c'est un morceau de calcaire qui est tordu, plié. Donc on est vraiment dans ce qui se passe dans ce Jura. On a des plissements, des choses comme ça, des éboulements. Et tout cela, c'est la résultante de tous ces bouleversements. Et véritablement, Courbet va le peindre d'une manière très, très spécifique. Et donc, plus bas, là-bas, dans les gorges, justement, il y a le lieu qui s'appelle le Salon des Peintres. C'est ça, c'est qu'en fait, Courbet, par après, va emmener l'ensemble de ses élèves. Il va emmener Ordinaire, Rapin, Cornu, Pata, qui vont venir en fait faire une série de tableaux sur l'ensemble du linéaire, à tel point qu'en fait on va dénommer ce secteur le Salon des Peintres, puisqu'en fait ils seront échelonnés tout le long du ruisseau de la Brème, depuis donc le bas du ravin de la Brème. D'accord. Mais du coup, Courbet, il faisait comment pour amener tout son matériel ici, depuis Ornans, parce que c'est quand même assez escarpé, en fait? Mais il avait une astuce, c'est-à-dire que dans la gorge, plus loin, on a des fissures ou des petites grottes, et il cachait ses œuvres en cours dans les cavités. Et il venait le rechercher le lendemain quand il reprenait sa peinture. Là, on est vraiment dans un site complètement intemporel. On se demande même si, au détour d'un caillou,
ou d'un arbre, on ne va pas y voir Courbet en train de peindre. Donc rien n'a changé depuis le 19e siècle. Gustave Courbet savait aussi s'extraire des méandres profonds et boisés pour aller peindre plus en hauteur des paysages aux horizons ouverts, goûtant le calme et la sérénité de ces endroits à l'écart du monde. Le plateau du Lit est un lieu que Myriam Drizard apprécie beaucoup. La vue dégagée sur les environs et les beaux cerisiers l'inspire pour son travail. Myriam est artiste peintre comme Courbet, mais elle possède sa manière à elle d'aborder le paysage, qu'elle exprime dans une peinture très physique. Pour travailler en peinture, j'ai besoin de m'ancrer sur quelque chose qui existe. Si je fais des croquis, donc il y a une espèce de saveur, une réjouissance, une fugacité dans le travail où les choses sont possibles. Et je ne cherche jamais à faire quelque chose de descriptif, ça ne m'intéresse pas. C'est être en vibration vraiment avec le paysage. On se sent humble ici, on se sent plus petit. Myriam habite juste au bord de la Loue, à Ornans. Les arbres qu'elle emporte dans ses carnets de croquis ne sont pas ceux qu'elle peint dans son atelier. Dans cet endroit, elle saisit la matière autrement et la transforme comme un alchimiste. Une méthode que Gustave Courbet pratiquait lui aussi, à sa façon. Je me sens proche plus de Courbet que d'Anoto, par exemple. Moi, j'aime cette espèce de radicalité de la nature. Courbet qui travaille beaucoup dans la frontalité, avec des matériaux tranchés, des couteaux, ce qui donne aussi une matière très, très dure. Il sabre les roches parce qu'elles sont coupées, elles sont anguleuses, elles sont fissurées. Il y a une espèce de force tellurique qui habite la peinture de Courbet. Et puis son rapport à la nature qui est très fort finalement, qui me touche, qui me parle. Ornans, c'est aussi la ville de Courbet. C'est là qu'il est né, qu'il a grandi. Les couleurs des maisons, les reflets dans la Loue, la roche du mont qui surplombe l'endroit, tout fut ici source d'inspiration pour le peintre. Et l'on retrouve les lieux inscrits à jamais dans ses tableaux. La cité entière est marquée de l'empreinte du maître. On y retrouve quelques traces de son passage, dont la fameuse statue du pêcheur de Chavaux, qui évoque cette pêche à la fourche pratiquée par les enfants de la région dans les rivières de la vallée. Cette sculpture est la seule réalisée par Courbet. Elle est située juste à côté de la maison de son grand-père, où le maître a peint parmi ses toiles les plus importantes. Le musée Courbet est situé sur les bords de la Loue, en plein cœur de la ville. On dit que Gustave Courbet est né ici, dans cette maison. Dans le bâtiment redessiné, à l'allure résolument moderne, le peintre a bien sa place. Le musée abrite une grande partie de ses toiles. Avec des œuvres monumentales comme un enterrement à Ornans ou le retour des paysans de Flagey, l'homme autant que l'artiste choqua violemment l'opinion publique à l'époque. C'était la première fois dans les années 1850 que l'on peignait des paysans sur des toiles gigantesques, dont le format était réservé jusque-là aux personnages historiques ou de haut rang. Courbet fut désigné alors comme peintre réaliste, et il continua de raconter dans ses tableaux les lieux et les gens de son pays. C'est à Ornans que fut exposé pour la première fois en 1992 le tableau L'origine du monde. La toile ne fut pas montrée au public du vivant de Courbet. C'était une commande faite au peintre par un particulier. Il revient aujourd'hui ici pour une exposition temporaire. C'est l'occasion de se replonger dans son histoire. Le critique d'art Maxime Ducamp, dans Les Convulsions de Paris, nous explique donc, sur la présentation du tableau. Dans le cabinet de toilette du personnage étranger auquel j'ai fait allusion, on voyait un petit tableau caché sous un voile vert. Lorsque l'on écartait le voile, on demeurait stupéfait d'apercevoir une femme grandeur naturelle,
vue de face, extraordinairement émue et convulsée, remarquablement peinte, reproduite con à mort, ainsi que disent les Italiens. Ah oui, c'est étonnant ça, hein, parce qu'en fait c'est toujours la même histoire avec ce tableau, c'est toujours montré, caché, donc depuis toujours en fait. Hein. Et puis donc on aura une progression, l'idée finalement de dévoiler le tableau, on l'a retraduit dans la composition de l'espace. Hein. Oui. Donc le visiteur finalement par séquences successives va pouvoir découvrir petit à petit le tableau dans son parcours. C'est bien de perpétuer ce côté-là un peu mystérieux, surtout ça met en valeur notre tableau parce que c'est quand même une œuvre incroyable, quoi, cette origine du monde. Sur la place du musée, David Darnajou tient un café. Son ami Christophe Thiebaud détourne une partie de l'œuvre de Courbet pour recréer des compositions plus personnelles, comme un hommage au maître. Je me disais, les anachronismes, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi, ça me parle, tu vois, comme le désespéré en façade sur le musée. C'est vrai, ce qui est fabuleux avec le personnage de Courbet, c'est qu'on peut le dissocier des toiles originales et le remettre dans d'autres contextes, et on peut faire ressentir d'autres choses, d'autres sentiments. Et là, j'ai repris donc le tableau de Bonjour Monsieur Courbet, je l'ai remis devant le nouveau musée, comme si Courbet redécouvrait sa maison natale. Sa maison natale qui est chère parce que sa sœur Juliette voulait absolument que son frère ait son musée à Ornans. C'est pour ça que j'ai créé aussi le petit anachronisme ici, où sa sœur se trouve dans le jardin paisible, comme si son vœu réalisé, elle pouvait se reposer tranquillement. C'est pas mal aussi, ça. Voilà. J'ai voulu, là, en fait, c'est faire la liaison entre ces modèles, Courbet, et c'est la première fois qu'un des modèles touche la main de Courbet et qu'on pourrait les imaginer une fois le travail terminé. C'était à l'origine l'homme blessé. J'ai enlevé les taches de sang et maintenant c'est l'homme rêveur, l'homme dormeur. Et ça inspire beaucoup de choses dans leur accomplissement aussi, je trouve. Tout à fait, ouais. Courbet rêveur. Les endroits ne manquaient pas autour de lui pour se laisser aller à la flânerie et à la contemplation. La beauté des paysages ne laissait pas d'exciter sans cesse sa curiosité. La vallée de la Loue possède des caractéristiques géologiques particulières. Les sous-sols, gorgés d'eau, creusent les grandes falaises de calcaire que l'on trouve à Moutier-Haute-Pierre, par exemple. Pascal connaît très bien la question, et Courbet aussi d'ailleurs, qui possédait quelques compétences en matière de géologie. Gustave Courbet avait un ami géologue, je crois que son nom c'était Jules Marcoux. Oui, alors Jules Marcoux, en fait, c'est un précurseur de la géologie et qui va en fait définir tout ce que sont ces éléments de sédimentologie, ces éléments de tectonique, ces éléments de plissement qui affectent en fait l'ensemble du Jura. Tous ces plis ont entre 10 millions et 5 millions d'années sur des calcaires qui en ont 80 millions. Donc on est véritablement dans une matière qui a vraiment bougé, qui est vraiment active et que Jules Marcoux va faire comprendre à Gustave Courbet. Donc on a vraiment toute une relation entre ce géologue et ce peintre qui sont deux novateurs. En fait, on a toute une vision nouvelle des éléments. Et on retrouve dans les peintures de Courbet, comme l'exemple de la source de la Loue, par exemple, on voit très bien ces strates, on voit très bien des choses qui sont très très bien définies, alors que l'ensemble des autres peintres font des choses assez classiques, avec des éléments, des pavés, on peut dire. Et on a vraiment toute cette continuité. Et l'ensemble de cette continuité va remonter sur le rocher de Haute-Pierre, qui sera également un élément assez marquant pour Jules Marcoux et pour Gustave Courbet. Les roches de Haute-Pierre dominent Moutier, surplombant les prés et les cerisiers. C'est le terrain de jeu d'Anthony de Rose. Grimper les roches de la vallée lui permet de faire corps avec elles et de s'inscrire ainsi, d'une certaine façon, dans le paysage. Les aplombs qu'il gravit lui offrent d'ailleurs souvent de très beaux points de vue. Salut, ça va? Vous baladez? Ça change de l'escalade sportive. Là, c'est vraiment le plaisir de se retrouver dehors et de grimper sur ces falaises extérieures pour être dans ce paysage qui est vraiment agréable.
Mais on a des grandes falaises qui ont été peintes par Courbet sur ce secteur. On a pas mal de choses. Ouais, lui, il peignait plutôt des peintures et nous, on se retrouve plutôt à grimper ce rocher et à le découvrir de cette façon avec nos mains. Mais c'est un peu sûrement cette même sensibilité qu'on développe chacun de son côté, mais voilà, en profitant de ce paysage pleinement. Ouais. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est fasciné par le milieu naturel, par son pays, par cette vallée, comme nous le sommes tous, j'imagine. L'amour de Gustave Courbet pour sa région le poussait parfois à se mettre lui-même en scène dans ses tableaux. C'est ce que pensent avoir découvert Bernard et Marie Collat en tombant un jour sur l'une de ses toiles. Tu te rappelles la première fois? On l'a vu celui-là? On n'y croyait pas. On n'y croyait pas, effectivement. Alors, dans celui-là, j'ai pu m'apercevoir, ici, dans les rochers, Oui. un visage. Alors, est-ce que c'est Courbet lui-même? Est-ce que c'est un de ses amis? Et là, on a donc un paysage de cascade de la région. Pris de passion depuis ce jour, Bernard et Marie se sont mis à collectionner tout ce qui se rapporte à l'artiste, autant qu'à l'homme. J'ai commencé à rechercher sur Courbet et à travers un premier livre de Riyad, qui est un contemporain de Gustave Courbet. Et c'est la première bibliographie qu'il a fait de lui. Et à partir de là, j'ai commencé à peaufiner, à rechercher d'autres livres très très rares. Par exemple, Les Misères des Gueux. Ah oui. Où là, tu te souviens, celui-là? Oh là là. Quand on est allé le chercher à Paris aussi. Alors là, là, tu vois, il y a des gravures qui ont été faites spécialement pour ce livre. Elles sont toutes de Gustave Courbet. Alors, tu vois, moi, j'apprécie quand même beaucoup, c'est les caricatures. Tu sais, ça, je trouve ça génial, hein. Franchement. D'autant plus, c'est des originales. Hein. Ben oui. C'est des documents d'époque. Ça mériterait qu'on prenne le temps un peu de les trier, voire d'en encadrer quelques-unes. Parce que franchement, moi j'ai un faible pour les caricatures. Celle-là, par contre, je ne l'ai pas, tu vois. Ah oui. Non, celle-là, il faut que je la recherche encore. C'est le Petit Figaro, c'est assez rare. Celle-là, ben, je l'ai, celle-là. Celle-là, je l'ai. Celle-là, tu l'as? Oui. Bon, écoute, je ne sais même pas où il faudra peut-être qu'on retrouve. Il paraît que c'est l'artiste qui a été le plus caricaturé. C'est vrai? Tu peux me confirmer ça ou pas? Bien sûr. Regarde un petit peu le travail qu'a fait Léger là-dessus. C'est incroyable, incroyable. Tu vois, à travers tout ça, moi, j'ai voulu pénétrer un petit peu sa vie, ses amis, comme Proudhon, Jules Vallès, et puis également Champfleury, ses amis de la commune, parce que il était entouré et il faisait partie, bien sûr, des belligérants de cette fameuse commune. Il est où, là? Il est là, regarde, je ne sais pas si tu le vois, en tout petit. Ah oui. Hein, il y a eu son procès, on l'a accusé d'ailleurs d'avoir démoli la colline Vendôme. La vie de Gustave Courbet n'était pas de tout repos. Homme public, il s'est beaucoup exposé aux critiques et à l'incompréhension populaire, dans son art comme dans sa vie. Son engagement politique au moment de la Commune de Paris l'a même obligé à quitter la capitale, puis sa région natale dans laquelle il ne trouvait plus sa place. Un dernier regard sur sa vallée, et il partit s'exiler en Suisse. On est sur le sommet de Haute-Pierre dont on parlait tout à l'heure au bord de la Loue. Et là, depuis ici, on peut voir qu'on a une vue d'ensemble sur la vallée. Oui, là, c'est vraiment typique, c'est très intéressant parce qu'en fait, en une vue comme ça, on a quasiment le résumé de la vie de Courbet très rapidement. Et d'autant qu'on a quasiment aussi cette dualité entre le monde du plateau et puis cette vallée avec au loin la commune d'Ornans. Et donc là, on voit aussi vers Levier, etc., Courbet pratiquait la chasse notamment. Oui, on retrouve toute cette zone de chasse, puisqu'en fait, dans les années 50-60, il va pratiquer la chasse sur le plateau de Levier, donc tous ces forêts de sapins, et puis donc derrière le Val d'Usier, où en fait ils vont aller chasser le sanglier et les biches, voire les renards.
Et on pourrait repartir de l'autre côté sur Montfaucon, avec Besançon, là où il est allé à l'école. On peut repartir sur le Poupet, qui domine Salins, avec ses amis Buchon, Marcoux, dont on a déjà causé. Enfin, c'est vraiment un véritable résumé. Et dans la finalité, en fait, on part sur effectivement la Source de la Loue, mais également tout l'exil, avec le départ sur la Suisse, qui va l'emmener sur les bords du lac Léman, là où va finir sa vie. Tout au long de sa vie, Courbet a peint la Loue, sa source, ses méandres dans la ville d'Ornans, mais aussi ses affluents comme la Brème et le Lison. À l'âge adulte, il a pratiqué dans ses rivières de mémorables pêches à la truite. Une passion partagée par Philippe Coberlet et Michael Prochaska, qui se sont donné rendez-vous pour aller taquiner le poisson du côté de Villafan. Tous deux connaissent parfaitement la rivière, mais aujourd'hui, la Loue a bien changé. T'as vu si les fonds sont noirs? Toutes les saloperies du plateau qui viennent se déposer au fond de la rivière, ça descend direct dans la vallée et puis ça vient se déposer au fond de la rivière et puis il y a toutes ces algues noires qui prospèrent quand l'eau est froide. Quand l'eau est un peu plus chaude, c'est couvert d'algues vertes. Après un hiver particulièrement pluvieux qui est censé participer au nettoyage, quand on voit la couleur du fond maintenant, on s'aperçoit que on doit vraiment être à la limite de la cata, même s'il y a encore de beaux restes et qu'il serait temps de faire le nécessaire parce que tout n'est pas perdu, quoi. Et tu sais que j'ai écrit un polar? Oui. Et ça commence là-haut, hein? Oui, à Châteauvieux-les-Fossés. Et Courbet, il tient un rôle important, hein? Toute l'intrigue, elle est quand même bâtie autour de Courbet. D'ailleurs, hein, si Courbet était là, il serait à la tête de la protestation pour sauver la Loue. Oui. C'était un révolté. Oui, on aurait peut-être besoin de gens aussi efficaces. Ah si, oui. À mon avis, si on avait un Courbet dans la vallée encore de nos jours, ça serait plus efficace pour sauver la Loue. Oui, parce que quand même, ici, c'est vraiment un paradis perdu. Hein. Oui. Depuis qu'on est là, on n'a pas vu une éclosion, il n'y a pas une mouche qui sort de l'eau. Non, il n'y a rien. Hein. Bon, avec des fonds colmatés comme ça, il ne peut pas y avoir beaucoup de larves sur le fond. Hein. C'est une évidence. Et il n'y a presque plus de poissons. Et puis nous, on est quand même là parce qu'on aime bien être là. Oui. C'est une truite. Bon, elle n'a pas l'air bien catholique. Hein. Ah non, bah c'est une truite d'alvinage. Hein. Oui, elle n'est pas. Pas d'alvinage. Elle n'est pas franc-comtoise, celle-là. Elle n'a pas du tout de zébrure. Hein. Ouais. T'imagines, Courbet, il prenait pas des truites comme ça. Hein. Il prenait que des vrais zébrés de la Loue. Ouais. Un peu plus haut dans le village, on trouve encore quelques plants de vignes qui renouent avec une tradition locale presque ancestrale. Du temps de Courbet, la Haute-Loue compte 1000 hectares de vignobles et la famille du peintre en possède 6, ce qui est considérable à l'époque. C'est à peu près la surface exploitée aujourd'hui ici, en plein cœur de la vallée. Pascal et Flavie ont décidé de terminer leur périple chez Denis Pin, un autre amoureux de la terre, qui a replanté ses vignes dans les années 90. Courbet veut venir à cheval, il va venir dans ses vignes, il va venir un petit peu sur les falaises, un petit peu partout. Bonjour. Bonjour, le vigneron. Vous allez bien? Et vous-même? Enchanté. 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 C'est un terrain qui se prête bien à la vigne. Oui. Nous avons vraiment des bonnes terres qui sont faites de groises. On a plein de petits cailloux, des terres profondes aussi, hein, où les racines plongent bien en profondeur pour amener la minéralité du sous-sol. J'arrive à faire 2 vins, hein, Chardonnay et Auxerrois, mais j'arrive à en faire un 3e. C'est un assemblage que je fais en fonction des récoltes, hein, que j'appelle le terroir de Courbet. Et vous avez repris le portrait de Courbet, c'est magnifique. Oui, oui, oui. C'est un bon vivant, lui, hein? Tout à fait, oui, oui, il aimait bien boire. Mais d'ailleurs, il a peint les vignes d'Ornans à plusieurs reprises, oui, notamment dans le tableau Ornans et son clocher, où en arrière-plan, derrière l'église, on peut voir les murets de vignes en dessous de la Roche du Mont.
Courbet a écrit au Salon de Paris de 1855, ces rivières, ces coteaux, ces collines, c'est chez moi, dans la vallée de la Loue, venez me voir, je vous ferai goûter mon vin. Santé. 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 À Courbet. Hein. À Courbet. Et aux vignes de la vallée. La vallée de la Loue. L'histoire de Courbet, c'est aussi l'histoire de sa vallée. Et aujourd'hui, l'esprit du peintre flotte encore le long de la Loue, quelque part entre les hautes falaises de calcaire et les ravins au vert feuillage.